Bonjour à tous déjà, donc moi c'est Bastien Padelou, doctorant à Télécom Bretagne, donc je démarre ma 3e année de doctorat. Et donc je fais un doctorat qui a absolument rien à voir avec les jeux sérieux, donc je fais du traitement de signal sur graphe pour ceux à qui ça parle. Et l'idée c'était que en acceptant, enfin j'ai choisi ma thèse un petit peu par rapport à l'enseignement qui était à côté. C'est-à-dire qu'à Télécom Bretagne il y avait un besoin de refonte d'un cours d'informatique. Et c'est un des facteurs principaux qui a fait que j'ai choisi de venir faire ma thèse à Télécom Bretagne pour pouvoir participer à la mise en place de ce cours-là. Donc j'ai aucun background réellement théorique en conception de jeu, donc tout ce que je vous montre là c'est de l'empirique, mais c'est assez rigolo parce que du coup dans la présentation tout à l'heure de Sébastien, j'ai retrouvé pas mal de théorisation de choses que moi j'ai observé de manière pratique. Donc voilà, donc c'était juste le petit mot pour me présenter. Alors, PyRad du coup, je vais commencer par vous présenter un petit peu le cours en lui-même, ce que c'est, et ensuite parler plus du logiciel, donc plus du côté utilisateur du logiciel. Je vais mettre juste 2-3 petits mots de technique pour que vous compreniez un petit peu les mécanismes, comment ça marche, et puis après je vais terminer sur 2-3 retours d'expérience et des perspectives de ce qu'on espère faire avec le logiciel plus tard. Alors, quand je suis arrivé à Télécom Bretagne, enfin plutôt un peu avant que j'arrive à Télécom Bretagne, l'enseignement en informatique, c'était un langage qui s'appelle le C, qui était assez difficile en fait à appréhender pour des étudiants qui sortent de prépa, qui ont majoritairement fait des concepts, qui ont beaucoup étudié des concepts mathématiques très abstraits et très poussés, mais qui finalement, quand il s'agit d'aller étudier un langage de programmation qui est très proche de la machine, se retrouvaient complètement perdus parce qu'il y avait plein de notions qui étaient pas du tout vues en prépa, et ça les intéressait pas des masses. Donc finalement, ils arrivaient à l'école en se disant que l'informatique c'était pas spécialement intéressant, et après une année de C, ils finissaient leur première année en se disant l'informatique c'est encore moins que pas très intéressant. Donc il fallait faire quelque chose au niveau de la motivation. Et il y avait aussi un autre problème au niveau de la compréhension, c'est du coup vu les soucis qu'il y avait de la différence de niveau entre l'abstraction de prépa et le concret du langage C, il y avait des questions qui se posaient en début d'année qui n'étaient pas résolues en fin de première année et qui n'ont pas lieu de se poser, qui est complètement décorrélé en fait de ce qu'on voulait leur apprendre. Donc finalement, on a eu carte blanche en fait par l'école. Enfin, mon encadrant de thèse, donc Vincent Grippon qui était là, a eu carte blanche pour proposer ce qu'il voulait. Et c'est donc ça qui a fait que je suis arrivé ensuite là-dessus. Et l'idée, c'était, pour des étudiants qui trouvaient l'informatique bof en arrivant à l'école, essayer d'apporter un petit plus sur le bof pour qu'à la fin, ils se demandent si l'informatique c'était vraiment bof. Donc la question, c'était qu'est-ce qu'on allait mettre au milieu pour apporter ce petit plus. Donc là, il y a deux grands facteurs qui ont été mis en compte. Le premier, c'est le problème de motivation. Donc on s'est dit, un truc que les étudiants aiment bien, c'est les jeux. Donc on va essayer de baser le cours sur un jeu. Et le deuxième facteur, c'était la réforme prépa de 2013, qui, entre autres, a inclus l'enseignement d'un langage informatique qui s'appelle Python en classe préparatoire. Donc ça fait que l'informatique a eu une place qui était plus importante dans les classes préparatoires qu'elle avait pu en avoir avant. Et on s'est dit qu'on allait capitaliser un petit peu sur ces acquis en utilisant le langage Python comme support de base pour notre jeu. Donc finalement, on s'est retrouvé à remplacer le langage C par un petit mix entre un jeu qu'on a conçu nous-mêmes et une utilisation du langage Python qui est, en plus d'être enseigné en prépa, est un langage qui est assez facile d'accès pour peu qu'on mette un petit effort pour l'apprentissage de la programmation. Et on a monté tout un cours en fait à partir de tout ça, donc le cours qu'on a appelé PyRad. Et on s'est dit qu'on allait développer une espèce d'identité autour du cours et pas juste en fait à dire c'est un cours d'informatique Python basé sur un jeu, donc on lui a donné un nom, donc PyRad c'est la contraction de Python, donc le langage, et un rat parce qu'on va avoir un petit rat qui va se promener dans un labyrinthe. On a des images qui ont été développées juste pour le module, et puis on s'est dit qu'on n'allait pas faire de support de cours, qui était un truc un peu austère, enfin le support papier en tout cas classique. Donc ce qu'on a fait, c'est on a développé tout un blog en fait en ligne sur lequel il y a des différentes petites fiches qui sont associées aux différentes notions qu'on va étudier en cours et qui vont contenir plusieurs niveaux de difficulté selon en fait la volonté d'investissement de l'étudiant et selon son niveau initial en arrivant à l'école. Donc ces niveaux de difficulté, il y en avait 3. Enfin, il y en a toujours 3 d'ailleurs. Un niveau qu'on a identifié par une couleur verte sur le blog, qu'on juge essentiel pour tout le monde. Donc ça, typiquement, il faut avoir compris toutes les notions vertes pour avoir la moyenne à la fin du module. On a un niveau bleu ensuite, qui est un niveau un petit peu plus compliqué, qui n'est pas forcément essentiel, mais qui représente ce que nous on attend d'un élève ingénieur. Donc ça présente des notions qui sont plus complexes, et c'est pas forcément obligatoire pour l'étudiant s'il veut juste valider son module, mais ça permet d'atteindre des notes qui sont plus élevées, qui peuvent monter jusqu'à 17 par exemple.
Et enfin, il y a un troisième niveau, qui est un niveau beaucoup plus libre en fait, qui est le niveau rouge, qui contient juste des liens, donc soit vers des papiers de recherche, soit vers des articles Wikipédia, soit vers des MOOC, enfin sur toutes sortes de ressources qu'on doit pouvoir trouver sur Internet, et qui permet aux étudiants qui sont vraiment motivés ou qui ont envie d'approfondir, d'aller explorer en autonomie en fait différentes notions. Et tout ça, c'est des notions qui vont servir en fait au projet, donc parce que le cours est vraiment basé sur un projet qui est basé sur un logiciel. Voilà, donc dans les grandes lignes, le cours, ça consiste en ça. Et il est vraiment basé sur un logiciel qui s'appelle aussi Pyrate, qui consiste en un labyrinthe. Donc là, normalement, vous voyez ça à l'écran. Donc c'est vraiment plein de petites cases qui sont séparées par des murs, donc un labyrinthe classique, dans lequel on va avoir un joueur, enfin là il y en a deux, donc il y en a un qui va commencer en bas à gauche du labyrinthe, il y en a un qui va commencer en bas à droite. On a des bouts de fromage. L'objectif du jeu, c'est tout simplement aller ramasser plus de bouts de fromage que l'adversaire. Et au milieu de tout ça, on a rajouté de la boue, histoire de compliquer un peu les choses. Donc vous voyez peut-être pas, parce que la résolution est pas géniale, mais sur la boue, il y a des petits numéros qui sont écrits. Et par exemple, la boue que je pointe avec mon curseur ici, ça va coûter 2 mouvements de la traverser pour passer de la case qui est là à la case qui est ici. Voilà, donc là, si vous avez déjà fait un petit peu d'informatique, en tout cas, si vous avez déjà étudié un petit peu l'informatique, vous reconnaissez ce qu'on appelle un graphe. Hop là, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite en besogne, ça c'est dans 2 slides. Voilà, donc pour l'instant, on a ce logiciel-là, excusez-moi, avec les bouts de fromage qu'il faut ramasser plus vite que l'adversaire. Et ce qu'on va annoncer aux étudiants, c'est vous allez programmer une IA pour aller ramasser plus de bouts de fromage que votre adversaire. Donc l'intérêt, c'est quand même de leur apprendre des notions en programmation, en algorithmique, en théorie des graphes, et pas juste de les faire jouer avec une manette ou un clavier. Donc ce qu'on va leur apprendre tout au long du module, c'est à programmer une petite intelligence artificielle, justement pour aller ramasser ces bouts de fromage. Donc, vu que ça questionne beaucoup les étudiants, enfin, ça paraît un petit peu compliqué en fait quand on arrive, qu'on n'a vraiment jamais programmé de faire une intelligence artificielle, donc on va découper ça en petits sous-objectifs. Donc ce que je vous disais juste avant, en allant un petit peu trop vite, c'est que si vous avez déjà fait de l'informatique, vous pouvez reconnaître un formalisme très connu qui s'appelle le formalisme des graphes. Et l'idée, c'est qu'on va leur apprendre un petit peu à abstraire un problème qui semble beaucoup trop concret par des outils plus théoriques, plus mathématiques, sur lesquels on sait qu'il existe des algorithmes qui sont intéressants. Et on va les faire étudier les algorithmes pour ensuite leur permettre d'avoir un retour direct sur l'étude de ces algorithmes dans le logiciel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le labyrinthe et on va mettre ce qu'on appelle un nœud sur chacune des cases. Et si 2 cases sont enfin 2 cases adjacentes sont accessibles, on va tracer une arête entre les deux, donc un petit trait entre ces différents ronds. Et au final, on a ce qu'on appelle un graphe, c'est-à-dire une structure mathématique abstraite qui permet de représenter un petit peu le labyrinthe. Donc là, si vous voulez, c'est exactement le même genre d'outils qui sont utilisés dans des GPS, par exemple, si ça vous parle un petit peu plus. Et l'idée après, c'est qu'on va leur apprendre un petit peu à parcourir ces graphes-là pour atteindre un nœud d'intérêt dans le graphe, c'est-à-dire un emplacement qui les intéresse. Et on va commencer petit à petit. Donc tout d'abord, on va mettre un bout de fromage dans le labyrinthe et on va leur apprendre des algorithmes pour aller ramasser cet unique bout de fromage. Donc là, j'ai pris un exemple. Donc vous avez un petit bout de fromage sur la droite, le pion qui est en bas à gauche, et on va faire plusieurs algorithmes pour réussir ça. Donc le parcours en profondeur, par exemple, qui est un algorithme classique, c'est quelque chose qui dit tant qu'on peut aller tout droit, on y va. Et si à un moment on est bloqué, ben on fait demi-tour et on revient à la dernière intersection qu'on avait visitée. Comme ça, après on teste un autre, etc., etc. Et il y a beaucoup d'autres algorithmes comme ça qu'on peut étudier juste pour aller ramasser un unique bout de fromage. Donc un algorithme très très classique, c'est l'algorithme de Dijkstra, qui en fait va visiter les nœuds voisins, donc c'est-à-dire les emplacements voisins par distance croissante. Et ça va nous permettre de trouver le plus court chemin en fait qui permet d'aller d'une position à une autre sur un graphe donné. Donc voilà, donc ça c'est un des objectifs qu'on apprend aux étudiants à résoudre. Ensuite, ils peuvent le mettre directement en application sur un logiciel. Et après, on passe à une difficulté qui est plus complexe. C'est-à-dire qu'on va rajouter plusieurs bouts de fromage. Donc, on pourrait se dire c'est globalement la même chose, mais au final, ça nous permet d'enseigner d'autres algorithmes qui sont beaucoup plus compliqués, mais aussi des notions qui sont plus abstraites en informatique, comme la notion de complexité. Donc, il y a un problème fondamental en informatique qui est le problème du voyageur de commerce, qui est connu comme étant NP complet, donc désolé des gros mots. L'idée, c'est que vous n'allez pas pouvoir trouver le chemin le plus court qui passe par l'ensemble des bouts de fromage, à moins de tester toutes les possibilités. Donc, ça se traduit en fait que si vous voulez visiter toutes les villes de France en consommant le moins d'essence dans votre voiture,
bah, vous allez devoir tester sur votre carte tous les chemins possibles, et réussir à tester tous les chemins possibles, ça va vous prendre de l'ordre de plusieurs siècles de temps de calcul sur un ordinateur. Donc voilà, donc pour résoudre un petit peu ces problèmes-là, et suite au fait qu'on leur a enseigné ces notions, on peut leur apprendre des algorithmes qui sont approchés, c'est-à-dire on va accepter de ne pas avoir le plus court chemin qui passe par l'ensemble des fromages, mais un truc assez proche, ça peut être pas mal. Et donc on leur apprend comme ça des stratégies qui ensuite vont leur permettre de réussir à créer une IA dans un petit tournoi où on va mettre en face à face en fait les différents programmes des étudiants. Et l'idée, c'est de faire un petit tournoi en pool, comme ça, et donc dans chacune des classes, parce qu'on a 10 classes qui se jouent en parallèle, on va garder les 2 meilleures IA des différents étudiants. Et après, on va faire un petit tournoi en arbre, en amphi. Et le gagnant du tournoi remporte un trophée qu'on a créé pour l'occasion. Et en général, il y a une super ambiance. Donc en bas, vous avez un lien vers une vidéo YouTube. Donc vous pouvez voir la finale du concours 2015. Donc la 2016 vient d'avoir lieu il y a pas longtemps. Et c'était pareil, c'est super ambiance. C'est assez rigolo à regarder. Et entre autres, donc là je vous ai présenté différentes notions qu'on enseigne aux étudiants, mais ce qui est intéressant c'est que on demande quand même aux étudiants d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de trouver des stratégies, notamment par un petit exposé en fin de module. Et dans l'exposé, ils présentent un petit peu les idées qu'ils pourraient avoir. Et dans cet exposé-là et dans les bouts de code qu'on a récupérés pour le tournoi, on a eu des IA qui par exemple allaient regarder la densité de morceaux de fromage dans le labyrinthe pour se diriger vers telle ou telle zone. Il y en a qui se sont dit, on va essayer de copier l'adversaire, et puis si à un moment on s'aperçoit qu'on peut ramasser 2 bouts de fromage plus vite que le dernier bout de fromage de l'adversaire, on va y aller. Et il y a vraiment des choses qui ont été très poussées aussi, donc des algorithmes de colonies de fourmis qui sont pas enseignés du tout, en fait, en première année à Télécom Bretagne, que peut-être certains ont fait dans leur TIPE en prépa, par exemple. Et on en a certains qui se sont amusés à hacker la plateforme aussi. Et du coup, on s'est servi de la plateforme pour proposer des stages. Et notamment dans un stage, il y en a un qui a fait de l'injection de paquets réseau pour ceux à qui ça parle. Et l'idée, c'est qu'il allait envoyer des messages sur le réseau pour se faire passer pour son adversaire. Et l'idée, c'était de créer justement des stratégies offensives pour après essayer de trouver des techniques pour sécuriser le logiciel. Enfin bref, c'était assez rigolo. Et le logiciel, finalement, permet de proposer autre chose que simplement un cours. Ça permet aussi de proposer des projets, des stages, etc. Donc voilà, donc en fait, c'est globalement l'essentiel de ce que je voulais vous présenter par rapport au logiciel. Je vous fais juste un petit peu de technique parce que tout le monde ne pourra pas être là à l'atelier de cet après-midi pour manipuler un petit peu. Donc comment ça marche? Si vous voulez, vous avez un utilisateur qui est ici, donc le petit bonhomme sur son ordi, qui va démarrer ce qu'on appelle un terminal sur un ordinateur, et ça va démarrer un programme qui est un launcher Pirate. Donc ce launcher, en fait, il va prendre en paramètre 2 intelligences artificielles, une par joueur, et il va démarrer plusieurs programmes en simultané. Donc là, vous avez un navigateur web pour aller visionner la partie. Donc l'intérêt d'avoir fait ça par un navigateur web, c'est qu'on va pouvoir faire s'affronter des programmes qui sont dans des écoles distantes, par exemple. Donc ça permet de faire des tournois internationaux ou des tournois inter-écoles fusionnés, parce que c'est un peu ce qui se passe à Télécom Bretagne en ce moment. Il va y avoir un noyau qui va être démarré, donc qui va être un petit peu le point central qui va gérer toute la mécanique avec le labyrinthe, la gestion des scores, etc. Et des gestionnaires de joueurs. Et après, donc il y a tout ça qui va se brancher, et finalement le noyau va interagir avec les joueurs, et les joueurs vont envoyer des décisions sur ce qui se passe. Donc ça se passe comme ça, c'est que le noyau va initialiser le jeu, va créer un labyrinthe, et va envoyer le labyrinthe à la fois à l'interface graphique, et à la fois aux différents joueurs. Les joueurs, en fait, ils ont une première phase qui est une phase de pré-processing, dans laquelle ils vont pouvoir faire plein de petits calculs avant que la partie commence. Donc par exemple, chercher tous les chemins les plus rapides entre les différentes cases du labyrinthe. Ça va leur permettre de gagner du temps sur les calculs qu'ils vont devoir faire par la suite. Et ensuite, on va démarrer la partie. Donc la partie, elle consiste en une suite de tours tant qu'il y a des bouts de fromage à récupérer. Donc le noyau va dire, c'est parti, on attaque le jeu. Les IA ont un certain temps pour réfléchir à ce qu'ils vont faire, et ensuite, ils vont renvoyer une décision au noyau qui va dire, on bouge le personnage selon cette décision. Donc les décisions, c'est tout simple, c'est haut, bas, gauche, droite. C'est tout. Et du coup, par suite de petites décisions comme ça, on va faire une partie, et à la fin, dès qu'il n'y a plus de bout de fromage, c'est celui qui en a ramassé le plus qui a gagné. Voilà. Et une fois, juste un petit truc, une fois que la partie est terminée, en fait, toutes les informations de partie sont gardées en mémoire, et elles sont renvoyées au programme, donc le Launcher Pirate, qui permettait de lancer tous les différents programmes. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire des statistiques, par exemple, sur le nombre de parties gagnées en fonction de l'IA qu'on a utilisée ou de la stratégie qu'on a prise. Ou alors mesurer le temps de calcul, voir si on n'a pas dépassé le temps qui était alloué pour renvoyer la décision.
Voilà, donc là, ça je vais peut-être passer, je pense que c'est peut-être un petit peu compliqué, mais dans l'idée, ce que vous voyez en bas, je vais le mettre sur la slide suivante, donc maintenant ce que vous voyez en haut, c'est le fichier qu'on donne aux étudiants. Donc les étudiants, tout ce qu'ils ont à remplir, c'est un fichier Python standard, dans lequel vous avez quelques constantes et quelques fonctions qui sont déjà définies, donc vous avez juste le nom de l'équipe à renseigner, 4 mouvements qu'il n'y a pas besoin de toucher, c'est juste pour qu'ils sachent que ça existe, une fonction de préprocessing dans lequel ils mettent le code qu'ils ont envie qui va être exécuté en début de partie, et une fonction de tour en fait qui va juste finir par renvoyer un mouvement qui est soit au bas gauche droite, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans cette fonction-là. Et en dehors de ça, bah, c'est tout, c'est un fichier Python vierge et ils peuvent écrire tout le code Python qu'ils ont envie. Et un des intérêts aussi, c'est que ça permet, enfin, un des intérêts de la manière dont on a codé ça, enfin dont j'ai codé ça, c'est qu'il y a différentes structures de données qui sont utilisées. Donc, enfin là, je parle peut-être un peu plus aux informaticiens, je suis désolé, mais donc la carte du labyrinthe, par exemple, est présentée sous forme d'un dictionnaire. L'emplacement de l'adversaire, c'est une paire. Donc c'est juste une paire ligne-colonne, en fait, pour regarder sur quelle case est l'adversaire. Et là, c'est la case du joueur, excusez-moi, mais la case de l'adversaire est aussi disponible. Les emplacements des bouts de fromage, c'est une liste. Et donc tout ça, c'est des structures classiques en informatique. Et on va pouvoir aussi leur expliquer comment manipuler ces différentes structures, et c'est des choses qui vont leur servir après tout le temps. Donc bon, je vais passer là-dessus. Là, vous avez un exemple d'IA complète, à part les 3 petits points évidemment, parce que sinon ça aurait été un petit peu long. Mais dans l'idée, cette IA, ce qu'elle va faire, c'est elle va utiliser un algorithme pour trouver tous les chemins les plus rapides entre toutes paires de cases dans le labyrinthe. Et après, elle va regarder où est le fromage le plus proche, y aller. Une fois qu'il est pris, elle va aller récupérer l'autre fromage le plus proche, puis le suivant, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fromage. Voilà, donc c'est au niveau de ce que l'étudiant a à faire, c'est tout, c'est remplir ce fichier-là en fait, avec les différents bouts de code qu'on va voir en cours. Et il y a les launchers en fait, ils consistent en juste le fichier qui est à droite, et tout simplement c'est des configurations de labyrinthe parce que tous les labyrinthes sont générés aléatoirement. Donc là vous pouvez dire je vais prendre un labyrinthe à 11 cases de large pour 9 cases de haut, avec une densité de 0,7 sur la quantité de murs, donc on peut choisir s'il y a beaucoup de murs ou s'il n'y en a pas beaucoup, etc. Et du coup, l'intérêt de faire varier comme ça le labyrinthe, c'est qu'on va pouvoir étudier par exemple les performances de tel ou tel algorithme selon telle ou telle configuration de labyrinthe, vu que je vous disais qu'on pouvait faire des statistiques tout à l'heure avec les informations qui sont renvoyées. Voilà, donc bon, j'espère que c'était pas trop indigeste, c'était le moment technique de la présentation. Et du coup, ce cours-là est assez jeune, donc ça fait 2 ans qu'on le donne à Télécom Bretagne. Donc il se joue sur une période de septembre à décembre, sur 7 créneaux de 3 heures, sachant que le 7e créneau est juste dédié à un exposé fait par les étudiants pour présenter leurs différentes idées. Donc en gros, il y a 6 cours de 3 heures, et à chaque fois, le cours, c'est quelques notions, donc une demi-heure, 1 heure de notions, et ensuite un TP pour mettre directement en application. Alors, au niveau des retours, les gens sont globalement contents. Donc c'est assez difficile de dire le contraire. C'est qu'en 2015, quand on avait demandé aux étudiants si le tournoi les motivait à coder, on avait quand même plus de 60% des étudiants qui disaient être motivés à coder, alors qu'avant c'était des chiffres qui n'étaient pas du tout de cet ordre-là. On a des réponses rigolotes. Donc on avait demandé aux étudiants s'ils auraient préféré un cours un peu plus classique avec CM, TDTP, et globalement c'est clair qu'ils préfèrent un cours qui est basé sur un jeu qui est plus ludique. Bon, enfin, je mets des stats comme ça, évidemment, vous en pensez ce que vous voulez, mais tout ça, c'est des choses qu'on a demandé directement aux étudiants, c'est pas des trucs qu'on a fabriqués, et enfin, les retours sont vraiment positifs. Et donc ça, c'est une auto-évaluation des étudiants. Donc en début de semestre, ce que j'avais fait, c'est que je leur avais envoyé un petit questionnaire d'auto-évaluation, pour essayer d'estimer un petit peu leur niveau en arrivant et les mettre avec un binôme qui était globalement du même niveau qu'eux, pour éviter les phénomènes un binôme fort, un binôme faible, avec le binôme faible qui fait rien et qui laisse tout sur le binôme fort. Donc on avait des groupes globalement homogènes, enfin des binômes homogènes au sein de classes hétérogènes pour favoriser un petit peu l'émulation entre les étudiants. Et ce qu'on voit, c'est que sur la courbe de début de module, globalement on a un truc qui va être centré autour de 5 en moyenne au niveau de la note qui s'auto-donnait. Et sur la courbe d'après module, parce qu'on aura envoyé pas le même questionnaire, mais un questionnaire assez similaire en fin de module, on voit que globalement la courbe s'est relativement déplacée vers la droite. Donc on est plus vers 6 de moyenne, quoi. Donc c'est déjà un peu plus intéressant, sachant qu'il n'y a plus personne à 0, par exemple, faire la deuxième courbe. Donc ça, c'est déjà très bien. Bon, je vous passe un petit peu toutes les stats, mais on a refait, par exemple, est-ce que vous auriez préféré un cours plus classique en 2016 ? Et là, on a 82% des personnes qui disent non. Enfin, ça confirme un petit peu les idées qu'on s'était fait en 2015.
Visiblement, ça continue de les motiver. Et ce qu'on essaie de faire en fait chaque année, c'est aussi récupérer le plus d'avis d'étudiants possible pour intégrer leurs différentes remarques dans le module pour l'année suivante. Donc l'année dernière, par exemple, on n'avait pas de TP dans le cours. C'est-à-dire, il y a le projet, donc le but du projet, c'était, il y a un bout de fromage, il faut aller ramasser, vous avez vu des algorithmes pour ça, maintenant débrouillez-vous. Et maintenant, en fait, l'année dernière, le retour d'étudiants disait qu'ils n'étaient pas assez guidés et qu'ils auraient préféré, par exemple, des TP. Donc cette année, on a intégré des TP dans le cours pour essayer justement de les guider plus, et ils ont été beaucoup plus satisfaits par cette chose-là. Voilà, donc en conclusion, donc l'idée c'était de proposer quelque chose pour motiver un petit peu les étudiants et leur redonner goût à la programmation. Et à travers un logiciel qui finalement est assez simple d'utilisation, je pense qu'on a globalement réussi cet objectif, même s'il y a toujours évidemment des petits trucs à améliorer d'une année sur l'autre. Et en perspective, donc cette année, le logiciel était assez difficile à installer parce qu'il y avait plein de petits modules en fait qui interagissaient entre eux. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fourni une machine virtuelle, VirtualBox, donc c'est un environnement préconfiguré sur lequel le logiciel était déjà installé, et ça leur permettait de travailler chez eux. Mais le problème, c'est que c'était assez lourd à déployer. Et donc cette année, le code en fait il est en cours de dépôt, mais sous licence libre, donc ça va permettre aux étudiants de le récupérer, de l'installer sur des machines à eux, et ce sera plus facile. Et un autre objectif qu'on aimerait bien à terme, c'est faire une espèce de petit battle royale. Donc pour ceux qui connaissent le film, dans le film, c'est des étudiants japonais qui sont mis sur une île et qui s'entretuent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Donc l'idée, c'est pareil, avoir un petit serveur pirate sur lequel les étudiants peuvent mettre leur IA quand ils veulent. Et à la fin du mois, on fait un classement des étudiants, et puis le meilleur, il a un petit prix, donc je sais pas moi, un café offert à la cafette, tout ce genre de choses. Et voilà. Juste 2-3 crédits, donc les endroits où j'ai piqué les images, ou alors ma femme qui a fait les images pour le module. Je fais un petit peu de pub au passage. Et je vous remercie de votre attention, si vous avez des questions. J'espère que j'ai pas été trop long. Non, ça va. Bon, Nantes, on a une question, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup Bastien, et on passe la parole à Nantes d'abord. Ouais. Donc bonjour, merci pour la présentation vraiment alternative de l'enseignement de l'informatique, c'est très intéressant. Je suis impliqué dans des modules de ce type-là. Est-ce que je pourrais avoir vraiment le background des étudiants que vous avez? Ils sont vraiment plutôt orientés maths, physique, ou c'est plus large? Alors il y a un peu de tout. En fait, c'est aussi pour ça qu'on avait fait un blog avec différentes couleurs là pour essayer de gérer les différences de niveau. Principalement, faut pas se leurrer, c'est des gens qui sortent de prépa, qui ont fait MPI, MPSI, donc des trucs avec des maths, de la physique et un petit peu d'informatique. Par contre, on a aussi des étudiants qui viennent de licence de physique ou de licence de maths, par exemple, qui ont pour certains jamais fait d'informatique, et surtout une bonne proportion d'étudiants étrangers qui du coup ont suivi un enseignement qui était différent et qui n'était pas basé sur le régime d'enseignement français classique. Donc pour tous ces étudiants-là, certains ont programmé, certains ont fait du Python, d'autres n'ont ni programmé ni fait du Python. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'était dit qu'on allait faire ce cours un petit peu à différentes vitesses avec les couleurs vertes, bleues et rouges là, pour essayer quand même de raccrocher ceux qui ont des difficultés, tout en permettant aux gens qui avaient déjà fait tout ça d'aller plus loin et de progresser quand même. Bon, c'était pas juste un cours de mise à niveau, il y avait un peu de mise à niveau pour ceux qui ont envie, et à côté de ça, de moyens d'aller plus loin pour ceux qui avaient déjà fait tout ce qu'il fallait. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, très bien. Je sais pas si je peux continuer. L'enseignement que vous avez, est-ce que vous avez une idée de combien de temps ça représente en dehors des cours? Parce que pour les étudiants, tout le développement. Non, pour vous. Pour moi. Oula, moi c'est... En fait, la conception a été très longue. Donc j'ai fait ça un petit peu en parallèle de ma thèse, même si c'est pas du tout mon sujet de thèse. Et par contre, une des contraintes qui nous avait été donnée, très clairement dès le départ, c'était de minimiser la charge de travail pour les enseignants du module. Donc ça veut dire que toutes les évaluations qui sont faites, finalement ce qu'on fait dans le cours, c'est au début du cours, on leur donne un petit QCM de 10 minutes, et ils ont juste à répondre au QCM, et puis après c'est rapide à corriger, et puis on maintient un petit peu l'évaluation on maintient une feuille qui évalue l'étudiant et qui permet d'avoir une note à la fin du module. Mais finalement, les enseignants, à part juste potasser un petit peu le cours et être prêts derrière à dire, à présenter leur cours, y a rien à faire, quoi. Les programmes Pirate qui sont les solutions des différents TP,
bah, c'est moi qui les écris et je les ai fournis aux enseignants déjà l'année dernière, donc ils sont déjà sur une plateforme qu'on utilise pour travailler. Donc finalement, bah, pour l'enseignant, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule charge, c'est corriger les petites évaluations pendant le cours à un moment. Et je termine. Donc ça veut dire que le cas où vous avez des questions, je ne me rappelle plus la couleur, c'était bon, désolé, j'ai noté rouge, voilà. Donc qui est le niveau avancé, expert. Ça veut dire que ça ne représente pas grand monde. En fait, si vous voulez, c'est pas un niveau qui est évalué sur les petits questionnaires qu'on fait en début. Donc je vais revenir là-dessus. Voilà. Le niveau qu'on évalue sur les petits questionnaires de début, c'est le niveau vert et le niveau bleu. Le niveau rouge, il est jamais évalué dans les évaluations écrites. Le seul moment où on le prend en compte, c'est que au cours du module, on réserve 2 créneaux de TP où en fait on va venir se promener un petit peu au milieu des étudiants pour essayer de voir où ils en sont au niveau du code. Et on leur demande pendant 5 minutes de nous présenter où ils en sont. Donc c'est là en fait qu'ils ont l'opportunité de nous présenter ce qu'ils ont pu faire en rouge et donc de valider les différentes cases rouges qui sont sur la fiche d'évaluation. Sachant que c'est des cases qui sont complètement libres en fait. Si l'enseignant juge que l'étudiant a été plus loin que ce qui était fait, que ce qui était demandé, bah, il va valider et puis on va comme ça valoriser en fait l'implication des personnes. Ok, j'ai d'autres questions, mais je vous les poserai par mail. Ça marche. Merci. Michel. Oui, juste, Michel Briand, comme je suis responsable de formation à Télécom, juste rajouter quand même des points qui pour nous sont très positifs dans cette utilisation d'un jeu, c'est que on avait beaucoup de mal avec des populations très hétérogènes. Même venant de prépa, il y a des gens qui ont fait l'option informatique en lycée, d'autres qui n'ont pas fait. Le niveau est très variable, sans compter donc les AST qui viennent plutôt d'autres choses que de l'informatique, qui n'aiment pas forcément l'informatique. Donc ça, c'est un point très important. Et le deuxième point aussi, c'est que ça nous permet de prendre en compte justement des objectifs pédagogiques différenciés. Habituellement, tout le monde doit atteindre un minimum, alors que là, effectivement, les gens peuvent aller plus loin s'ils le veulent. Donc je crois que ces 2 points sont importants. Et puis il y a eu, bon, c'est pas que la seule raison, mais l'année dernière, on n'a eu aucun redoublant en première année. Alors, pas qu'avec le jeu, parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place, mais ça montre bien que quelque part, ce qui était vécu comme un peu difficile par des gens qui n'aiment pas l'info, du coup, c'est passé. Et un grand merci à l'équipe pédagogique. Ah oui, c'est vraiment intéressant de voir. À l'époque, on parle de nouveaux modèles d'enseignement pour dépasser les cours TDTP et pédagogie différenciée. Là, avec un cours qui est conçu de cette façon-là, on peut vraiment répondre à ce type d'objectifs pédagogiques. Merci beaucoup Bastien en tout cas. Et puis, de rien. Juste si ça vous intéresse, je vous montre un petit peu une petite démo. Donc, là, ce que vous avez, c'est le finaliste de l'année 2000, enfin le gagnant de l'année 2015 du tournoi contre le gagnant de l'année 2016 du tournoi. Donc à la fin, on leur a fait faire un petit match comme ça. Bon là, j'ai diminué la taille du labyrinthe, mais c'était sur un truc qui était beaucoup plus gros. Voilà, donc ça ressemble à ça en fait une fois que c'est en action. Puis pour ceux que ça intéresse, du coup je mettrai les sources à disposition dans pas très longtemps, donc il y aura probablement une annonce sur le site de Télécom Bretagne pour dire quand ça sera mis en place.